ce qui va se passer. Je pars à l'aventure, j'écris un livre, je pars. Alors j'ai le personnage. Le personnage, il est dans ma tête parfois pendant des années. Là, j'ai un pauvre moine, là, ça commence à faire tard, là. On approche des 70 ans, il y a un pauvre moine là, qui traîne dans ma tête. Il était avec les conquistadors, là, c'est un moine du temps de Charles Quint. Il traîne dans ma tête depuis à peu près une vingtaine d'années. C'est mal barré pour lui, quoi. Ils sont là, ils font la queue au portillon, ils vivent dans ma tête, comme ça. Et ça, c'est le côté absolument grisant, c'est-à-dire vous commencez à écrire. Et je dis, il y a beaucoup d'écrivains qui parlent comme ça, je peux les citer plein, notamment beaucoup d'écrivains américains. Mais on part avec lui, par exemple, un livre récent, La cuisinière d'Himmler. Ça part d'une cuisinière, une bonne femme qui tient un restaurant à Marseille, qui a 91 ans maintenant, qui est une Sicilienne, qui est adorable, que j'adore, qui a fait une sorte de transfert sur moi et moi aussi peut-être sur elle. Moi, elle est très fatiguée, elle a du mal à marcher, elle ne voit pas grand-chose, mais c'est une femme très teigneuse. Très teigneuse, il faut être très teigneux pour tenir un restaurant, en plus qui est très rempli, qui marche bien, quand on a plus de 90 ans. Mais au fond, je me suis dit, elle est tellement géniale, cette femme, cette espèce de tout ce qu'elle dégage, je vais faire un livre. Il n'y a rien à raconter, sinon qu'elle est géniale. Et que, voilà, c'est une Sicilienne qui est arrivée, il n'y a rien à raconter. Donc j'ai décidé d'en faire un personnage, voilà, l'Arménie, machin. J'ai un titre que je trouve excellent, qui s'appelle La cuisinière rouge. Oui, parce qu'elle va finir chez Staline. Voilà. Bon. Voilà, l'Arménie, Staline, voilà, c'est une espèce de logique, voilà. C'est ce que j'ai dans ma tête. Évidemment, elle n'a rien fait de tout ça. C'est-à-dire, brusquement, elle se retrouve dans le Troisième Reich, je me dis, c'est ce bordel. Après, elle revient à Paris, elle repart aux États-Unis. Mais attends, merde, là, faut arrêter, là. La Chine, mais c'est quoi ce truc? Je ne comprends rien. Je la suis. C'est elle qui vit. Et quand on écrit comme ça, je suis désolé de le dire, mais on écrit absolument dans le bonheur. Je ne suis pas en train de dire là du mal de Proust, mais qui est derrière dans son lit en train de fignoler ses phrases. Moi, c'est vrai que je les fignole après, quand tout est fini, je retravaille. Et là commence le courage, parce que qu'est-ce que c'est chiant de se relire, ça c'est vrai. Là, c'est l'horreur. J'aimerais bien que ce soit publié directement ou quelqu'un s'en occupe. Mais, oui, parce que c'est la mauvaise partie de l'écriture. Mais je pense que ça, c'est une façon d'écrire qui est très jouissive. Et j'ai remarqué, parce que je parlais tout à l'heure de Norman Mailer, qui est un écrivain qui écrivait comme ça. Sauf quand il faisait des choses plus ou moins autobiographiques, comme Un rêve américain, où il raconte un peu plus ou moins de manière autobiographique comment il avait essayé de poignarder sa femme, qui était sous l'influence de pas mal de drogue et d'alcool, sa femme qui lui a pardonné après, mais enfin il a quand même méchamment poignardé. Et lui, il a eu par exemple son grand roman, qui était un roman presque proustien, et il en parlait tout le temps, et pendant 20 ans, moi je le voyais très souvent, il parlait de l'avancée de ce livre. C'était un livre vraiment pour lui qui était absolument capital, c'était son livre, il disait c'était son chef-d'œuvre. Moi je disais, voilà, les grands auteurs américains, ils ont tous laissé un grand livre, moi je vais laisser Enchanting. Giono, il a laissé plein de grands livres, mais pas le hussard sur le toit, hein. Tu peux mettre avant Regain, Anne Beaumugne, Colline, enfin on les connaît tous, Le Grand Troupeau, etc. Hein. Je reviens toujours sur cette histoire, parce que quand même, il y a le formidable Junot et il y a le moins bon Junot. Mais alors, revenons sur Norman Mailer. Enchanting est publié, c'est une croûte. C'est absolument atroce. C'est un des grands écrivains contemporains qui avait un peu trop de talent et qui avait trop de pensions alimentaires, trop de femmes, trop d'enfants, etc. Faisait un peu trop de journalisme, etc. Et ben, quand il écrit le livre sur lequel il se donne un mal de chien où il fignole chaque phrase, c'est une croûte, c'est une espèce de grand roman égyptien pharaonique qui est absolument épouvantable. Donc, pour terminer, je veux dire sur ce que nous disait tout à l'heure Théodore Zeldin, je me sentais très optimiste. Et c'est vrai que moi je suis très optimiste pour nous, pour travailler, pour écrire. Bon après, les lecteurs, ça baisse quand même un peu chaque année, hein, pour tout le monde. Hein. Et c'est vrai qu'avec Internet notamment, c'est merveilleux d'écrire des livres. Vous appuyez sur un bouton, vous avez tous les renseignements, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus besoin de documentaliste, il n'y a plus besoin de passer son temps dans les bibliothèques. C'est vrai, on aura du choix, ça va tout être très vite. Je suis d'accord. Là, Internet nous aide beaucoup professionnellement. Bon, en même temps, c'est clair, je crois, on ne peut pas se cacher que c'est pas la fin d'un monde, mais c'est un monde, le monde de la littérature qui va aller de moins en moins bien. Il suffit de regarder les nouvelles générations, je suis désolé, sur les tablettes. Et sur les tablettes, je suis désolé, même contrairement à ce qu'ils disent, ils ne lisent pas des livres. Ils ne lisent pas de livres, ils regardent les résumés sur Wikipédia, les études de... Enfin, moi j'ai des enfants jeunes, hein, je vois, je suis affolé, terrifié. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu un livre. Pour certains d'entre eux, ils ont des bonnes notes. Ils ont des bonnes notes, mais ils regardent les résumés, ils échangent. Il n'y a plus l'idée de la lecture. La lecture qui, c'est vrai, nous fait tellement avancer, c'est-à-dire quand on a lu tous les livres
22, 23 ans et qu'on rentre dans la vie, on a l'impression qu'on a, je sais pas, 20 ans d'avance sur les autres. C'est-à-dire on sait tout du monde, on sait tout de la société, on sait tout de la psychologie des gens. C'est pour ça que la lecture est quelque chose d'absolument fondamental. Là, je pense que les nouvelles générations n'auront pas cette connaissance psychologique que nous aurons apprise en lisant l'extraordinaire de Dostoïevski, Flaubert, Tolstoï, enfin tout ce que vous voulez. Et ça, c'est quand même, à mon avis, une petite tragédie psychologique qui est en train de s'installer, avec aussi une énorme inégalité, puisque pendant toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à Gutenberg, il y avait quand même d'un côté l'élite qui lisait, et l'élite qui était toute petite, et de l'autre côté la grande masse qui était ignorante et qui ne savait pas grand-chose. Et je ne pense pas que ce qu'on apprend sur Internet soit toujours absolument de la connaissance. Et donc, on est en train de réinventer ce qu'on a lu avant Gutenberg. Moi, personnellement, c'est vrai que ça me perturbe toujours énormément, parce qu'on voit s'avancer l'ignorance qui avance à grands pas. Parce que c'est quand même ça, au fond. Et l'inculture, et l'acculturation, et la confusion, le confusionnisme. Et c'est un peu l'époque dans laquelle, alors là je parle vraiment comme un vieux con, je fais vraiment mon âge, j'en suis désolé, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ressentez avec l'impossibilité totale d'agir. L'impossibilité totale d'agir. Excusez-moi aussi la dégradation du statut de l'écrivain. Moi j'ai, bon, le statut du journaliste, j'en parle pas, c'est semi-clodo aujourd'hui, c'est sous la pute, hein, dans les classements de popularité. Mais l'écrivain, c'est quoi? Type, évidemment habillé souvent à haillons, se prenant pour un génie, méconnu, mais qui n'intéresse plus grand monde, qui n'intéresse plus personne. Et d'ailleurs, je fais depuis plusieurs années de la télé, et c'est vrai que j'ai entendu dire souvent par des gens d'ailleurs qui sont très cultivés, qui sont les producteurs, vous savez, dans les chaînes, qui vous surveillent, qui vous disent ce qu'il faut faire, etc., et qui vous disent arrête de monter les livres, arrête, ne monte pas des livres comme ça, parce que évidemment c'est fruit d'études, ça fait baisser l'audience. Donc voilà, si on monte des livres, les gens, c'est comme nos propres enfants, voilà, ils vont changer de chaîne. Donc il faut, voilà, on essaie de leur vendre des livres en douce, en cachette, comme on fait lire d'ailleurs nos enfants, souvent en cachette. Voilà. Donc, moi je vais arrêter là. Mais je vais arrêter là parce que c'est vrai que moi je suis d'un tempérament extrêmement optimiste et joyeux. Mais quand je commence à parler littérature, à évoquer l'avenir de la littérature, moi, je suis très inquiet. Je pense qu'on doit tous être inquiets. Il n'y a pas trop de solution, en dehors de ce que disait Serge tout à l'heure, qui est très juste, c'est-à-dire aller vers le lecteur en permanence. Parce qu'on fait beaucoup en France, pas seulement en France, hein, dans tous les pays du monde, les signatures, les trucs, et puis ce truc extrêmement barbant qui est en Allemagne, qui est très développé, où tu vas lire ton bouquin devant des fous qui ne comprennent rien de ce que tu racontes. Mais enfin bon, on est prêt à tout pour... Mais je crois qu'effectivement, il faut, comme dirait un ancien président à propos des pauvres lecteurs français, il faut aller chercher... nous, les lecteurs, avec les temps. Je crois que s'il n'y a pas d'autre solution, et on est effectivement dans une position où on ne peut s'en sortir qu'en résistant. Pour faire lire, pendant ce festival des écrivains du Sud, il y a 3 moments de lecture par un acteur et un écrivain. De plus en plus, moi, je vais faire des lectures croisées. Et ce soir, on va avoir une lecture croisée entre la romancière Clara Dupont-Bonneau et l'acteur Laurent Kiefer. Je voudrais dire un mot de Laurent Kiefer. Quand je m'occupais d'étudiants étrangers,